Donc, le micro est à toi. Merci beaucoup. Donc, bonjour, donc, je travaille chez Hydro-Québec dans la division Transénergie. Donc, je vais essayer de vous parler aujourd'hui d'intelligence artificielle dans le domaine de la prévision de la demande et d'un exercice de R&D jusqu'à l'opérationnalisation dans le contexte de la transition énergétique. Donc, je voudrais d'abord remercier plusieurs personnes. Il y a des chercheurs en IA et recherche opérationnelle au sein de l'IREC avec qui on travaille et des collègues de mon équipe en IA et en RO. Et puis aussi d'anciens étudiants, en particulier Cédric Poutré du département de maths de l'UDM avec qui on a commencé cette aventure. Je voudrais aussi particulièrement remercier Julien Roupin avec qui on a beaucoup travaillé à distance, parce qu'il est arrivé en pleine crise de la Covid, donc on a tout fait en décalage horaire et en distanciel. Et puis on a de nouveaux étudiants, on en a 4 qui vont arriver là. Et Pierre aussi, qui a bossé avec nous en recherche opérationnelle, à une maîtrise qui commençait à l'ENAC à Toulouse en 2020-21 et qui maintenant poursuit en thèse à l'UDM, au département d'informatique et de recherche opérationnelle. Donc mon plan, je vais d'abord présenter très brièvement Hydro-Québec en termes d'organisation, sa mission et quelques chiffres. Ensuite, j'entrerai peu à peu dans le vif du sujet en expliquant c'est quoi la prévision de la demande, le but et la réalité en opérationnel. Donc, je parlerai de la transition énergétique, donc l'impact sur cette activité-là, et je présenterai un peu un modèle joué pour expliquer un peu quels sont les défis qu'on doit relever en termes de transition énergétique, changement climatique sur la prévision de la demande. Et en quoi via ce petit modèle joué, ça va un peu nous expliquer de façon très didactique et qualitative pourquoi on doit penser autrement. Donc, penser autrement avec des outils basés sur l'intelligence artificielle et des données massives, avec le défi d'opérationnaliser tout ça. Et 4, je terminerai par la prévision de la demande. Donc, tout ça, ça va définir des nouveaux paradigmes, des nouvelles façons de travailler qui bouleversent complètement notre activité. Enfin, si j'ai le temps, j'ai préparé 2 slides sur intelligence artificielle et CFD, donc un point de vue personnel par rapport à ça. Et j'ai quelques transparents de réserve si on me pose des questions un peu compliquées. Donc, Hydro-Québec, très brièvement, c'est une entreprise d'État 100% publique avec 20 000 salariés. Donc, il y a 4 divisions principales. Donc, une division qui s'occupe de la production d'énergie, une division qui s'occupe de la distribution d'énergie dans les villes, une division qui s'occupe de la recherche et ici, celle à laquelle j'appartiens, qui s'occupe du transport de l'énergie et de son acheminement à l'étranger pour les marchés d'exportation. Donc ici, c'est 34 272 km de ligne, donc c'est le tour de la Terre. En gros, pour simplifier, donc en fait, la division production va offrir, en fait, ce qu'on gère, nous, c'est l'offre et la demande. Donc, on doit en tout temps avoir une offre de puissance qui est au moins égale à ce que les Québécois vont demander. Et si ce n'est pas le cas, on va devoir importer. Donc, on va gérer l'offre et la demande. Donc, l'offre, ça va être des barrages. La demande, ça va être les Québécois qui demandent une certaine puissance à un moment donné, le matin, pour la cafetière ou prendre une douche. Et puis, on est en relation avec le parquet de transactions d'Hydro-Québec. Si l'offre est supérieure à la demande, à ce moment-là, on va pouvoir exporter vers l'étranger. Et si l'offre est inférieure à la demande, on va devoir importer de l'énergie ou faire démarrer des moyens d'urgence lorsque c'est vraiment tendu. Donc tout ça, ça génère des dollars via des factures, ici, vos factures, ici. Une partie est réinjectée dans la division distribution pour l'entretien des lignes dans les villes, une partie pour l'entretien des barrages et une partie pour l'entretien des lignes de transport, le centre de conduite du réseau et les salaires des employés, évidemment. Et la plus grosse partie, va être injectée au gouvernement et une énorme partie
de ce qui vient des marchés extérieurs va être aussi injecté au gouvernement et ça va financer les services publics. Évidemment, il manque quelque chose parce que le but d'Hydro-Québec, c'est d'abord de filer de l'électricité. Ben, c'est ça, on va fournir un service, c'est de l'électricité. Donc, je parlais des lignes de transport. Donc, il y a 34 272 lignes de transport haute tension donc à entretenir. C'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de contrôle en temps réel aussi. Donc, donc, on voit ici ces lignes de transport qui partent du nord, ici, une partie du nord-est. Certaines vont jusqu'au Labrador. Et là, on voit ici ce qu'on appelle des interconnexions qui vont gérer l'export et l'import d'énergie sur les marchés extérieurs, que ce soit aux États-Unis ou dans des provinces frontalières comme l'Ontario. Et tout ça est géré à Montréal dans un centre qu'on va appeler le centre de conduite du réseau, donc le CCR, où les personnes vont être responsables de l'acheminement d'électricité sur les lignes, de s'assurer que les interconnexions fonctionnent. Donc tout ça, il va y avoir une partie de planification et une partie de gestion temps réel 24 heures sur 24. Donc, si on regarde au niveau du gigantisme, on voit ici le réservoir Manicouagan, ici, qu'on voit ici à cet endroit-là. Ici, on voit alimentant le barrage Daniel Johnson, ici. Donc, on voit ici ce barrage, ici. Et ce barrage-là, c'est à peu près l'équivalent en termes de puissance de 2 cœurs de réacteurs nucléaires, les EPR, les nouveaux types de réacteurs nucléaires français. Donc, c'est gigantesque. Et ici, on voit le complexe de la baie James dans le Grand Nord, dans le Nord. Donc, quelques chiffres. On va comparer la France et le Québec. Donc, je rappelle que la France est à peu près 10 fois plus d'habitants qu'au Québec. Donc, en termes de puissance installée en hydraulique, c'est 90% pour le Québec. Et le nucléaire, c'est le majoritaire, c'est quasiment 50%. Donc là, c'est les chiffres de 2018. Je ne les ai pas réactualisés. Par contre, si on ramène au nombre d'habitants, ça fait le parc québécois par habitant, c'est 2,5 fois plus important que le parc français en puissance installée. Si on regarde la production d'électricité, donc on voit que l'hydraulique, c'est 93%, maintenant c'est quasiment 100% d'hydraulique, de puissance via l'hydraulique. En France, c'est 70% de nucléaire. Et si on regarde la production par habitant, on constate qu'un Québécois produit 2,7 fois plus d'électricité qu'un Français. Maintenant, si on parle en termes de consommation, un Québécois va consommer 2,5 fois plus d'électricité qu'un Français. Et en termes d'exportation, pareil, si on regarde, on voit qu'un Québécois exporte donc 4,8 fois plus d'électricité qu'un Français. Et ça va nous générer énormément d'argent pour la collectivité, comme je l'indiquais précédemment. Par exemple, au premier trimestre 2022, là, Hydro-Québec a déjà engrangé 2 milliards de bénéfices qui pourront être injectés dans les services publics, en tout cas dans la loi de finances. Donc, maintenant, après ces chiffres-là, je vais rentrer dans le vif du sujet. Qui doit connaître la demande court terme et pour quelles raisons? Donc, comme je l'ai indiqué, il y a 4 divisions. Il y a 3 divisions et un parquet de transactions qui gère la planification des ventes et achats sur les marchés court terme. Donc, Hydro-Québec Transénergie va planifier le transport de l'électricité. Hydro-Québec Production va planifier la production et la distribution dans les villes va être planifiée par Hydro-Québec Distribution. Et tout ça va devoir communiquer entre eux. Donc, c'est une grosse machine qui tourne 24 heures sur 24 et qui optimise pour essayer, sous contrainte de fiabilité du réseau, essayer de maximiser les bénéfices en tant qu'entreprise publique, je le rappelle. Donc ça veut dire que pour optimiser tout ça, il faut connaître à tout moment la demande et bien sûr en avance la demande. Et donc ça, c'est ce qu'on voit. Donc là, c'est accessible par Internet. On voit en temps réel la courbe de demande. Donc on voit ici, le 8 février à 10h30, on atteint 29 400 mégawatts le matin. C'est la pointe du matin. Donc ça, c'est des informations qui vont être envoyées à la fois en temps réel, mais surtout là, pour la production, ça va être envoyé la veille pour le bilan de production. Donc on envoie des informations ici.
On va envoyer des informations à la distribution pour planifier la distribution dans les villes. On va envoyer à la fois en prévisionnel et en temps réel des informations au centre de conduite du réseau qui lui-même va nous renvoyer des informations pour qu'on puisse corriger en temps réel nos prévisions. Donc, on a en temps réel la mesure de la puissance sur tout le Québec. Ensuite, il va y avoir aussi un flux d'informations en temps réel entre le centre de conduite du réseau et la production en cas de pénurie, de risque de pénurie d'électricité. Le centre de conduite du réseau pourra demander de démarrer, pourra piloter le démarrage à distance de turbines hydrauliques ou de turbines à gaz en cas de risque. Ensuite, il va y avoir aussi une communication entre le centre de conduite et les marchés extérieurs pour savoir est-ce qu'on doit annuler des ventes, par exemple, en cas de risque, puisque c'est toujours le Québécois qui va passer devant. Donc ici, il y a toujours un flux d'informations entre les deux. Et puis ici, il y a aussi des informations sur donc les marchés extérieurs pour si on doit importer ou exporter, si on doit importer ou si on peut exporter de l'électricité, évidemment l'électricité qui est envoyée aux Québécois. Donc, qu'est-ce que l'on voit? Donc, on voit ici cette courbe, ici de la demande qu'on voit ici sur Internet, à cette adresse-là, vous pouvez aller la consulter. Et nous, ce qu'on va produire, c'est des courbes de prévision qu'on va produire une journée à l'avance ou plusieurs jours à l'avance. Et on va toujours fronter ça au réel. Et on a un modèle d'autocorrection qui va corriger en temps réel à partir des informations que nous renvoie le centre de conduite du réseau ici, va nous permettre de corriger sur le très court terme nos prévisions. Donc ça, c'est ce qu'on voit ici, la courbe autocorrigée. Donc la courbe rouge ici est corrigée dans un futur très proche. Ici, c'est 24 heures. Ici. Mais on produit des prévisions sur jusqu'à 10 jours à l'avance. Et elles vont être affinées au fur et à mesure du temps. Qu'est-ce qui va entrer en ligne de compte là-dedans? C'est évidemment la météo. Ça va être les habitudes sociales et ça va être aussi l'industrie lourde. Électro-intensive, très grosse consommatrice d'électricité. Donc, quel type de profil on obtient? On a des demandes en hiver qui sont complètement différentes des demandes en été. Donc, là, c'est la pointe du matin, là, c'est la pointe du soir. Donc, on voit ici que vers 7 heures du matin, on a des prévisions là, à la minute précise. Donc, vers 7 heures du matin, statistiquement, tous les Québécois sont levés et puis vont faire aller leur machine à café, puis petit à petit, ils vont partir au travail et ils vont arrêter leur activité du matin et puis ça va reprendre le soir. Et ici, ça peut reprendre selon la saison. Et il y a aussi ça, cette petite pointe ici peut dépendre de la position du soleil aussi dans le ciel. En été, ça va être complètement différent. On voit que le creux ici en été n'existe plus. On a d'autres phénomènes ici, là, des petites pointes qui vont se répéter. Si on regarde en termes de sensibilité, on voit qu'en hiver, un écart de 1 degré sur les prévisions météo, ça peut engendrer un plus ou moins 600 mégawatts. Donc, je rappelle qu'un réacteur nucléaire standard, c'est 900 mégawatts. Et on a une marge d'erreur de 4 heures d'avance, on a droit à 500 mégawatts d'écart. Donc, ça veut dire qu'on doit avoir des prévisions météo extrêmement précises et ça, c'est un très, très gros challenge pour nos météorologues. Et en même temps, il faut qu'on ait des modèles qui, à météo parfaite, donnent la meilleure prévision possible. Même chose si on regarde ici l'impact de la vitesse du vent. Donc là, on est à plus ou moins 5 km/h, on a plus ou moins 200 mégawatts. Ici, c'est l'influence des nuages. Donc, on voit que ça peut dépendre de la journée. Donc, on peut avoir un plus 300 ou un moins 600 mégawatts selon le type de nuage. Si on regarde ici une série temporelle, ça, c'est des séries temporelles sur 24 heures, là, ici. Et là, on regarde sur une année. Donc, on voit ici qu'on a la demande qui, globalement, augmente. Ça, augmente en hiver, ce qui est normal puisqu'on se chauffe. Et on voit qu'il y a une inversion de tendance ici qui vient de la climatisation. Et donc, ça, c'est comme un changement de comportement de la courbe qu'on voit ici lorsqu'on représente les points. Ici, c'est la charge au Québec
versus la température. Donc là, ici, température négative, température positive. Donc, température très froide ici, température très chaude et un changement une concavité ici qui est lié à la fin du chauffage et au début de la climatisation. Donc, pour construire ces modèles de prévision qui sont donc essentiels pour que toute l'entreprise puisse se positionner, des modèles ont été construits sur une trentaine d'années. Donc, on va appeler ça des modèles patrimoniaux. Ce sont des modèles dits paramétriques qui tournent 24 heures sur 24. Donc, ces modèles n'ont pas le droit de planter. Ça, j'en reparlerai après sur les défis d'opérationnalisation. Donc, qu'est-ce que ça va être? En gros, ça va être une demande sur le réseau, quelque chose ce sont des mégawatts, une certaine fonction avec un certain nombre de paramètres, donc plusieurs milliers de paramètres, qui dépend de variables météorologiques et d'une variable de temps dans la journée. Et ça peut dépendre aussi du jour de la semaine, de l'heure de la journée. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme variable météorologique? On va utiliser la température, la vitesse du vent, le type de précipitation, si ce sont de la neige, de la pluie, certains types de pluie, certains types de neige, beaucoup de choses. Ça peut jouer sur les pertes, par exemple le type de précipitation sur les lignes. La nébulosité, ça c'est très très important. Je vous montrerai des cas de passages nuageux qui n'ont pas été captés. Et une variable qui définit la consommation de l'industrie lourde. Et ça va être sur plusieurs stations météorologiques, une dizaine de stations météorologiques. Et cette fonction ici va être la somme de plusieurs fonctions, chacune paramétrisée par un certain nombre de paramètres, et chaque fonction va modéliser un phénomène. Donc, par exemple, cette fonction ici va définir le chauffage, et cette fonction-là va être éteinte à certains moments de l'année, d'où les contraintes, par opposition à une fonction qui va modéliser la climatisation qui, elle, sera allumée à certaines périodes de l'année. Donc tout ça, ça nous fait de très, très grosses fonctions à optimiser en fonction des données du passé et on va chercher à optimiser ces paramètres-là pour être le plus proche des données du passé en confrontant, puisqu'on a le réel, on a en temps réel et tous ces modèles-là seraient en train de nuire régulièrement. Donc, ce sont des modèles qui performent bien très souvent. Donc, par exemple, ici, on voit le 17 février 2021, on a un écart de plus ou moins 300 mégawatts ici. Donc, la courbe bleue ici, c'est une autre échelle. Là, ici, c'est la charge sur le Québec. Ici, donc de 0 à, enfin pas tout à fait 0, là, c'est 20 000 mégawatts et 30 000 mégawatts ici. Et là, on est à plus 300 mégawatts, moins 300 mégawatts. Donc ça, c'est la différence entre notre modèle à météo réel et la mesure qui nous est fournie par le centre de conduite du réseau. Donc on voit ici qu'on a une journée, ça se passe très très bien. On est à météo réel, on est en dessous du plus ou moins 500 mégawatts, qui est notre critère de performance, un de nos critères de performance. Le 22 juillet, c'est toujours plus facile en été, on est à plus ou moins 200 mégawatts ici. Et le 6 mai, ici, à plus ou moins 200 mégawatts. Mais ça, ce n'est pas toujours le cas. Pourquoi? Parce que peu à peu, le réseau québécois, il change. C'est un peu comme si, là je fais un peu le pont sur IA et CFD, c'est un peu comme si vous aviez vos équations de Navier-Stokes par la mécanique des fluides, et petit à petit, au fil du temps, vos équations, elles changent. Donc c'est un peu ça qui se passe. On est en train d'essayer de modéliser une réalité qui va changer petit à petit. Donc, notamment parce qu'il y a des nouveaux équipements, des nouveaux comportements, des changements de type dans l'industrie. Donc ça, c'est conséquences court terme. Ça nous donne une réactivité différente, une plus grande volatilité et une baisse progressive des performances. Donc c'est ça qu'on voit ici. On voit, grosso modo, à la louche, en 2010-2011, on voit une dégradation progressive de nos performances, même si on reste excellent, notamment par rapport à d'autres réseaux. Et notamment, ça, c'est l'héritage de nos anciens. Donc, les modèles patrimoniaux de prévision de la demande doivent être retravaillés au sens où les fonctions que je vous ai indiquées précédemment et les contraintes doivent être retravaillées. Donc ça, c'est un travail de modélisation à reprendre.
Alors, pourquoi, là, je veux juste revenir précédemment sur le changement progressif du comportement, bah, ça va être la baisse de l'industrie lourde depuis les années 70. Donc, on voit par exemple ici, on a pris, j'ai pris une industrie qui est très, très fortement consommatrice. Donc, on voit ici la crise de 2008 et on voit ici que peu à peu, cet industriel décroît. Or, l'industrie, globalement, c'est quelque chose qui est assez constant. Donc, prévoir une constante, c'est beaucoup plus facile que prévoir quelque chose qui n'est pas constant. Donc, ça veut dire qu'une partie, c'est pour ça qu'il y a une augmentation de la volatilité, parce que les gens vont, par exemple, s'équiper en domotique. Donc, ça va nous faire des maisons qui vont, globalement, qui vont réagir beaucoup plus fortement au changement de température. Et si en plus, un secteur qui a une consommation assez constante diminue, bah forcément, en proportion, on a quelque chose de beaucoup plus volatile et difficile à prévoir. Donc, c'est un peu ce qui se passe. Donc, on a une augmentation de la thermosensibilité, donc c'est ce que j'indiquais. Donc, on voit ici un passage nuageux qui a mal été prévu à Montréal. Donc, ça nous fait presque un réacteur nucléaire sur plusieurs heures là, d'écart. Et des nouveaux comportements sociaux. Donc là, j'ai pris une des journées les plus difficiles à prévoir, c'est à Noël, donc le 25 décembre 2017, par exemple. Donc là, c'est ce que j'appelle parfois l'effet dinde de Noël. C'est on a des consommations qui sont souvent très, très fortes et avec des comportements vraiment atypiques. Donc ça, c'est vraiment un phénomène extrême, mais qu'on va voir de plus en plus souvent, notamment avec la COVID-19 qui a complètement changé les comportements des Québécois, les vôtres comme le mien. Donc, on voit par exemple, donc c'est ce que je vais indiquer ici, changement de comportement du réseau de plus en plus important, donc la COVID-19, télétravail massif et le réchauffement climatique. Donc, par exemple, il y a quelques jours, la canicule anormale de la mi-mai 2022. Donc, on voit ici, par exemple, que sur le 11 mai, on a un biais systématique de moins 300 à moins 500 mégawatts. Et ça, quand on regarde de façon plus précise, donc c'est moi qui étais en charge ici du suivi, c'est que notre modèle qui aurait pu être le plus performant était complètement à l'ouest, il ne comprenait rien de ce qui se passait. Et donc là, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse des correctifs en temps réel pour essayer de choisir le modèle le meilleur et mettre une pondération plus forte sur le meilleur modèle pour essayer de limiter ce type de phénomène. Donc ça, c'est un phénomène. Après, il y a une inversion du phénomène dans la nuit du 11 ou 12. Bon, là, même si ça reste acceptable, on est entre moins 300 et moins 500 parce qu'on a fait des correctifs pour. On avait en fait un écart de jusqu'à 2000 mégawatts entre les deux modèles, entre nos modèles, entre plusieurs modèles. Donc ça devient difficile de gérer en temps réel ce qui se passe. Et ici, on voit quand même qu'on continue à avoir un biais de 300 mégawatts, ce qui est anormal. Et ici, on a des petits spots encore. Là, ça redevient, on repasse à la normale vers le 15 mai avec encore des plus ou moins 400 mégawatts. Donc ça, c'est typique d'une situation climatique qu'on n'a pas dans nos historiques. Donc une canicule comme on a connu à la mi-mai, c'est quelque chose qu'on n'a pas. Donc c'est normal que les modèles aient du mal. Donc ça m'amène à la transition énergétique et à l'impact sur nos modèles. Donc, il n'y a pas que le changement climatique, et en fait, tout ça est plus ou moins lié, évidemment. C'est la décarbonation de la société, donc des nouveaux modes de production. Donc, on voit ici la pénétration du solaire aux États-Unis, à New York. Peu à peu, on va avoir un changement de comportement lié au fait que le consommateur va avoir un rôle actif, voire être autoproducteur en utilisant des panneaux solaires, puis en choisissant le moment où il va consommer. Donc ça, c'est ILO, par exemple. Le gigantisme des fermes solaires, là on voit que bien sûr ce qui va arriver de plus en plus, c'est l'électrification des transports avec des charges bidirectionnelles. C'est-à-dire que les voitures vont à la fois capter de l'énergie et en même temps pourront servir de réserve d'énergie sur le réseau. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un changement de comportement du réseau? On voit déjà des phénomènes comme ça. Donc, si on regarde un réseau aux États-Unis, donc, il n'y a pas si longtemps que ça, on voit ici un passage nuageux donc, non prévu. Et ça a entraîné que la production de panneaux solaires s'est effondrée. Et donc, il a fallu tirer brutalement sur le réseau. Il a fallu tirer brutalement de l'énergie. Donc, on est passé là très brutalement, c'est les Américains, sur ce réseau-là de 14 100 mégawatts à 15 900 mégawatts de façon très, très, très rapidement. En Californie, c'est ce qu'on voit aussi, c'est que la Californie, avant d'avoir
des panneaux solaires, ils ont grosso modo une consommation qui est une production en fait qui est globalement constante. Et au fur et à mesure que les gens s'équipent en panneaux solaires, eh bien, la production d'énergie, donc ça c'est la courbe de production, va descendre de plus en plus. Et ça engendre en fait des risques parce que si on prévoit mal le passage des nuages, on va avoir ce type de phénomène, une remontée brutale vers une situation normale parce que la demande reste standard. Là, c'est une courbe de production en fait, et aussi des rampes ici lorsque la journée se termine, des rampes de montée en puissance extrêmement importante. Donc, on voit ici 13 000 mégawatts en 3 heures. On a ce type de phénomène ici similaire, une journée le 11 octobre 2020 en Australie. Donc, le même type de phénomène où on voit la différence entre la courbe de production et la courbe de demande, en fait. Et donc, ça, la prévision, c'est le soleil, en fait, ici. Le soleil arrive le matin et se couche le soir. Donc, les conséquences moyen-long terme, c'est une réactivité probablement totalement différente, avec des changements profonds, court, moyen, long terme, via l'électrification de la société. On veut exporter de plus en plus, puisqu'on veut, donc on passe des contrats avec les États-Unis, donc ça va permettre de décarboner le nord-est des États-Unis. C'est une tarification dynamique, donc c'est dire, voilà, est-ce qu'on vous demande d'utiliser votre machine à laver plutôt à un autre moment? C'est l'autoproduction dont je parlais, et des charges bidirectionnelles pour les voitures qui vont arriver dans un futur plus ou moins proche, mais sans doute dans quelques années, on parle plus de 10 ans. Là. Donc ça veut dire que est-ce que nos profils d'hiver 2022 vont ressembler à des profils d'été 2022 et réciproquement? Donc ça veut dire changement rapide, 5 à 10 ans, quel changement exactement? Donc là, on a un risque de baisse des performances avec technologie constante, et en même temps, il faut une meilleure gestion de l'énergie parce qu'il faut augmenter nos performances pour pouvoir exporter plus vers l'étranger. Et donc, parmi les phénomènes que l'on anticipe, donc là, j'ai pris des points standards en été 2022, des points standards en hiver 2022 ici. Donc, c'est l'apparition d'une troisième pointe l'après-midi qui vient de l'abaissement de la première pointe, puisqu'on dit aux Québécois, arrêtez de consommer le matin, mettez-vous à consommer plutôt l'après-midi. Donc, on va avoir des changements de comportement de ce type-là, des déplacements de charge des pointes vers le milieu de la journée. Donc, ça m'amène au modèle joué pour un peu expliquer peu à peu pourquoi il faut vraisemblablement passer à l'intelligence artificielle. Donc là, j'ai représenté mes points de l'été 2022, des points d'hiver 2022. Donc là, je précise, c'est un modèle joué là, pour illustrer mon propos. Donc, je me dis, voilà, pendant 30 ans, j'ai construit, j'ai des modèles patrimoniaux que là, je résume par 3 fonctions. Donc, une fonction que je vais appeler une fonction base, une fonction qui va modéliser le chauffage et une fonction qui va modéliser la climatisation. Donc ici, ces fonctions, ici, ce sont des polynômes de Legendre. Donc ça, on a un patrimoine, ça a été très long à construire. On a fait ça pendant une 30aine d'années. On est content, on arrive à bien interpoler nos points ici sur cette base de fonctions. Est-ce qu'on a bien travaillé? On a vraiment des gens compétents, on a mis tout ce qu'il fallait, et le réseau n'évoluait quasiment pas, ce qui nous permettait de bien construire ces fonctions-là. Maintenant, on se dit qu'en 2000XX, je ne sais pas quand, on va avoir des profils différents. Donc, est-ce qu'on est en capacité, avec nos modèles patrimoniaux, d'adapter, de pouvoir modéliser cette charge? Donc, ça correspond à un déplacement de charge des points matin et soir. Ici, donc c'est une surface ici qu'on va déplacer ici, une partie ici, puisque là, on travaille à énergie constante, donc c'est l'intégrale ici qui est constante. Donc, les Québécois déplacent leur consommation, changent de comportement. Et donc, si je prends mes 3 fonctions précédentes,
qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, si je cherche la meilleure approximation de ces points-là, avec 3 normes différentes, je n'ai aucune chance d'approcher correctement ces points-là, parce que l'espace d'approximation est trop pauvre. Donc ça induit un risque pour la fiabilité du réseau et des risques de perte en dollars sur les marchés extérieurs. Donc maintenant, on se dit, mais transition énergétique, je réfléchis et je construis une nouvelle fonction, déplacement de charge du matin vers l'après-midi. Donc ça veut dire que je vais enrichir mon espace d'interpolation. Et là, j'arrive à interpoler mes nouveaux points. Donc conclusion, là, j'ai mitigué le risque en 2000XX pour la fiabilité et aussi par rapport au risque de perte sur les marchés extérieurs. Maintenant, ça, il faut bien comprendre que ça, c'est un modèle joué et que dans la vraie vie, nous, on a des dizaines de fonctions longues et compliquées avec des centaines de paramètres à optimiser. On a un cadre fonctionnel qui est inexistant. On a, ça veut dire combien de nouvelles fonctions est contrainte à construire. Et surtout, la rapidité d'évolution du réseau sera-t-elle plus importante que la rapidité de modélisation des modélisateurs? Et le réseau électrique se stabilisera-t-il? Si oui, quand? Dans 10 ans, dans 20 ans? Et quel est l'impact du réchauffement climatique? Est-ce qu'on va avoir plus de bosses, des bosses à gauche, à droite? Quand? Tout ça devient compliqué. Donc, bref, est-ce que c'est scientifiquement faisable et c'est techniquement faisable et à quel prix? Donc, ça, pour résumer, on a des nouveaux équipements, des nouveaux comportements, un changement dans l'industrie, conséquences court terme, réactivité différente, plus grande volatilité, baisse progressive des performances. Les modèles patrimoniaux doivent être retravaillés, mais c'est constitué de vieux langages. Les fonctions et contraintes sont complexes. On a des pertes de compétences. Les personnes extraordinaires qui ont construit ces modèles-là sont parties en retraite pour la plupart. Et on a aussi des intrants. Donc, ce qu'on appelle intrant dans notre jargon, c'est f de x égale y. Y, c'est l'extrant. F, c'est le modèle. Et x, c'est l'intrant. Donc, intrant est base de données limitée en taille, notamment du fait des vieux langages. Ça, c'est obsolescence et risque pour la pérennité et les coûts. Et de façon plus, je dirais, tout aussi importante, c'est les conséquences moyen-long terme, notamment du réchauffement climatique, de la transition énergétique, donc activités totalement différentes. J'en ai parlé ici, changements profonds, lesquels exactement. Bref, la technologie de nos modèles patrimoniaux, plus les données historiques, ne sont plus garantes de l'avenir, puisque les vieilles données, on voit qu'on ne sera peut-être pas capable de prévoir le comportement plus tard s'il est complètement différent. Donc, on doit changer de technologie car elle est trop rigide pour aller vers une technologie beaucoup plus plastique. Donc ça m'amène à la notion de réseau de neurones profonds ou comment devenir rapidement un bon modélisateur sans le savoir. Donc, ce que j'appelle modélisateur ici, c'est construire une fonction F qui va bien approcher le comportement du réseau. Donc, je ne construis pas un modèle d'équation dérivée partielle, je construis une fonction F, mais quelque part, je cherche à modéliser un phénomène qui est la charge sur le réseau à un moment donné en fonction de la météo, de l'industrie, des comportements sociaux, de beaucoup de choses. Alors, donc ça m'amène à introduire c'est quoi un réseau de neurones. Donc, je vais ici brièvement un réseau de 2 neurones à une couche. Donc, on voit ici, pour nous, ce seraient les données météorologiques. Et ici, ce sont des fonctions. Ici, représentées, chaque boule ici, c'est une petite fonction caractérisée par des paramètres. Puis on a une sortie ici, Y, qui va être la charge sur le réseau. Les fonctions ici, dans le cas d'un perceptron, ça va être une fonction de ce type-là dans le cas régulier. Donc ça va être une sigmoïde régulière. Donc ça va être ce type de fonction-là. Et oui, c'est ça. Et donc l'idée, finalement, là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'essayer d'interpoler à partir de données une sortie, f de x égale y. On cherche une approximation basée sur ces fonctions-là pour approcher la fonction f qui va rapprocher f de x du vrai y. Donc ça m'amène à définir cet espace-là que je vais appeler ici cerveau microcéphale parce qu'ici, j'ai qu'une seule couche de n neurones.
Donc, je vais dire que ce cerveau-là, qui a une couche, n neurones pour une dimension d des intrants, donc ici je dis que c'est des intrants dans 0,1, en fonction de je prends une sigmoïde, ça va être toutes les fonctions de ce type-là, et ça va être paramétré par tous ces paramètres alpha k, wk et ck. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un théorème en 1989 qui nous dit que lorsque construit avec des sigmoïdes régulières, donc lorsque cette fonction est de ce type-là, ce cerveau-là, il peut devenir assez intelligent pour modéliser toute charge régulière sur le réseau. Donc, on a mieux, en fait, c'est que lorsque ces fonctions ne sont pas forcément régulières, mais bornées, donc ça peut être une fonction créneau, par exemple, ce cerveau-là, il peut devenir aussi intelligent, mais aussi pour modéliser toute charge bornée sur le réseau, donc pas forcément des charges régulières. Donc, plus précisément, en termes plus mathématiques, ça va être de dire que l'ensemble des fonctions de type perceptron, ici, est dense dans cet espace-là. Donc, toute fonction appartenant à cet espace-là pourrait être approchée aussi proche que l'on veut d'une fonction qui appartient à cet ensemble. Et en fait, oui, c'est ça que je disais, on a mieux. Et on a en fait beaucoup mieux, c'est que pour presque toutes les fonctions f qui appartiennent de carré intégrable à une mesure de probabilité prémue, là je rappelle la définition ici, il existe au moins une approximation de type perceptron constituée de n neurones telle que cette fonction, le réel, moins l'approximation neuronale, est en 1 sur n. Et cette fonction-là ne dépend pas de d. Donc ça veut dire déjà qu'il existe au moins une approximation neuronale, et en plus, ça ne dépend pas de l'espace des intrants. Or, un des défis qui nous attend, c'est l'augmentation considérable de la dimension. Donc là, on parle d'approximation en grande dimension. Donc, autrement dit, il existe au moins un réseau de neurones appartenant au cerveau précédent capable de modéliser, au sens d'Hydro-Québec, toute fonction intégrale non régulière, ce qui inclut donc la charge P sur le réseau électrique, puisque P, c'est une fonction qui est bornée, qui est intégrable, puisque d'énergie bornée, mais elle n'est pas constante parce qu'elle est échantillonnée, elle n'est pas continue parce qu'elle est échantillonnée et soumise à des variations ponctuelles, brusques, aléatoires, soit il y a des incertitudes de mesure, et puis la météo peut varier brusquement. Donc là, on voit par exemple, je rappelle ici la fonction sur une année, on a quelque chose de très, très agité. Et là, je compare ici la charge au même moment entre la France et le Québec. On voit ici la dérivée des deux charges, donc c'est quelque chose qui oscille très, très vite, dont la dérivée est vite importante. Donc ça, c'est des fonctions multi-échelles, ici. D'ailleurs, en aparté, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut trouver des corrélations finalement entre ces charges horaires entre la France et le Québec. Évidemment, ça va être lié au déplacement des grandes masses climatiques du Québec vers la France. Mais ça, c'est autre chose. Donc maintenant, on peut aller beaucoup plus loin. Ces réseaux de neurones profonds, c'est quoi? C'est pas de se limiter à 2 neurones et à une couche, c'est se limiter à un nombre de neurones quelconque et à beaucoup de couches. Donc ça va être le même principe, sauf qu'on va composer des fonctions. Donc la première couche ici, ça va être G1, qu'on va composer avec G2, qu'on va composer, etc., jusqu'à la dernière couche ici. Et toute cette fonction-là, ça va nous donner la sortie. Donc ce formalisme, ce qu'on voit, c'est qu'il est simple, il est cartésien. Donc on peut imaginer, là, si on a comme un maillage, on peut positionner chaque boule sur un maillage. Donc c'est quelque chose de cartésien, c'est récurrent et c'est générique. Donc, ce qui se prête parfaitement à l'utilisation d'optimiseurs adaptés et éprouvés, indépendamment des cas d'application, et à du calcul haute performance sur CPU et GPU. Donc, c'est ça aussi la grande force de l'intelligence artificielle, c'est cette généricité. Maintenant, donc c'est ça. Donc, en fait, pour résumer, le réseau de neurones précédent, il va se construire en même temps que les données d'entraînement sont ingurgitées par celui-ci. Donc, on ne peut donc plus parler explicitement de modélisation, mais plutôt de construction automatique de la famille de fonctions d'interpolation induites par la fonction sigmoïde, par les fonctions sigmoïdes, par la composition des sigmoïdes avec la fonction linéaire ici,
et surtout par la composition de l'entrée vers les sorties des couches successives du réseau neuronal profond. Donc, ce processus correspond à construire l'architecture neuronale en même temps que l'entraînement. Donc, c'est ça la grande différence de paradigme, c'est que nos modèles patrimoniaux, ils ont été construits et pendant longtemps, et ensuite, on approxime sur cette base de fonctions prédéfinies, on va chercher les meilleurs paramètres. Ici, ces éléments constitutifs vont permettre finalement de construire en même temps qu'on ingurgite les données pour optimiser chacun des paramètres, ici WK, CK, alpha, K, la base de fonctions va s'adapter, puisqu'on va pouvoir utiliser toute une famille de fonctions sigmoïdes différentes, et on a des optimiseurs qui vont mélanger toutes ces fonctions-là et chercher la meilleure solution. Et donc, en plus, cette architecture pourra être de plus en plus complexe au fur et à mesure que les bases de données d'entraînement définissant donc le comportement du réseau électrique s'enrichiront. Donc ça, c'est fait référence aux données massives. Donc ça veut dire qu'on a construit un premier modèle IA de prévision de la demande, donc un prototype hérité de la finance. Donc on est parti d'un code dédié à la finance qu'on a adapté à nos séries temporelles. Donc, c'est ça que j'appelle la notion de plasticité, parce qu'on est parti de quelque chose de complètement différent qui n'a absolument rien à voir. Et on a construit en quelques semaines, hors les questions d'opérationnalisation, avec un nombre de lignes de code de quelques centaines, quelque chose qui était tout à fait potable. Comme on voit ici, un modèle IA basique qui, au fur et à mesure des entraînements, va converger vers la bonne charge ici. Et ça, par opposition à nos modèles patrimoniaux qui sont actuellement en production, qui tournent 24 heures sur 24, temps de développement 20 à 30 ans, nombre de lignes de code des dizaines de milliers, des vieux langages et des limitations intrinsèques que je représente par cette horlogerie, et un temps de construction qui est inclus dans le temps de développement. Donc, c'est ça que j'appelle rigidité, parce que jamais cet outil-là pourra inversement servir à la finance. Alors qu'ici, on est parti de quelque chose qui vient de la finance pour faire de la prévision de la demande. Et donc ça, on voit aussi la grande force des réseaux neuronaux. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un changement de concavité ici qui vient, ici, ça c'est la charge sur le réseau québécois et ça c'est la température à Montréal, donc là positive, négative. Donc on voit le changement de concavité qui vient du changement de comportement, climatisation versus chauffage. Donc ça, dans nos modèles patrimoniaux, encore une fois, si vous vous souvenez du modèle jouet, c'est représenté par des fonctions. Ici, c'est l'intelligence artificielle, ce processus de construction des fonctions qui va lui-même capter ce phénomène. Et donc, on voit, et là, on n'a absolument pas réfléchi, on n'a pas essayé à se dire, les Québécois, ils font ci, ils font ça, on n'a rien modélisé du tout, et tout de suite, il va capter ça. Et ce qui est très intéressant, je ne le montre pas ici, c'est qu'en fait, les premiers, comme c'est une fonction multi-échelle, c'est d'abord les grandes échelles qui vont être captées. Et ça, c'est une grande échelle, parce que c'est saisonnier comme phénomène, et ça va être capté très, très vite. Et ensuite, comme on le voit ici, c'est les petites échelles qui vont être captées petit à petit. Donc, c'est ça. Donc là, c'est ça que j'ai appelé ici rigidité de nos modèles patrimoniaux, parce que cette fonction-là, ici, pour enrichir nos modèles actuels, ça va peut-être, dans la vraie vie, nous demander énormément de travail. Donc, plasticité, pour les réseaux neuronaux de type perceptron présentés précédemment, ici, j'appelle ça un IRM du réseau neuronal. Donc là, qu'est-ce que je représente? Je représente les intrants, ici, et ici, des poids de chaque neurone. Et ça, en fait, c'est des intrants qui sont liés au passé. Là, c'est la situation météorologique en temps réel, et ça, c'est la situation météorologique dans le passé. Donc ça, d'une certaine manière, ça représente le réseau neuronal dans les débuts de son entraînement, avec ici très peu d'informations dans la zone dédiée à l'inertie. Donc, par exemple, pour capter les phénomènes d'inertie thermique sur la prévision, parce que généralement, quand il fait très, très froid, ce n'est pas la journée même que la charge va être importante, ça va être la journée suivante parce que les maisons se sont refroidies, donc les gens vont réaugmenter le chauffage, même si la température se met un peu à baisser. Donc, il y a des phénomènes d'inertie thermique à grande échelle. Et donc, en fait, ici, on voit la deuxième couche de neurones, et on voit que
à partir d'un certain moment, l'information se structure et on voit ici des belles bandes qui se forment. Donc, c'est ça, je m'amuse à faire un peu ici un parallèle avec un vrai cerveau d'enfant, ici. Et aussi, ce qui est très important, c'est que, souvenez-vous que le réseau neuronal, finalement, on le construit très, très facilement. Et donc, on est en capacité, même si avant, on a quelques modèles qui ont été construits sur très, très longtemps, bah maintenant, on est capable de construire autant de modèles neuronaux que l'on veut. Et ce qui est très intéressant, c'est si on coupe plusieurs modèles neuronaux, là, c'est une mesure d'erreur, une erreur L1 ici, sur l'ensemble des données d'entraînement, de validation. On voit qu'en pondérant des réseaux neuronaux différents, on va gagner très, très vite en précision par rapport aux données réelles. Ça, c'est les taux de succès. On regarde sur 3 ans de données, on va avoir un taux de succès d'erreur inférieur à 100 mégawatts. Il faut voir qu'on a un réseau qui varie de 15 000 mégawatts en été à 40 000 en hiver. Donc le 100 mégawatts, c'est à rapporter à la valeur absolue. Donc, on a 33% de taux de succès. Et si on regarde sur nos taux de succès à 500 mégawatts, qui est notre critère de performance à 4 heures d'avance, on est à 93% de succès. Et si on regarde un taux de succès à 1000 mégawatts, qui est notre critère de performance 24 heures d'avance, on est à 99,5%. Et tout ça, très, très facilement, en construisant en quelques jours, quelques réseaux neuronaux, et ici, en rien du tout, puisque là, on fait juste une pondération très simple de chaque réseau neuronaux, et là, on gagne très, très vite des pourcentages. Une deuxième application, c'est de faire des réseaux neuronaux en série, donc pour avoir des prévisions locales à certains endroits, et pour mesurer non pas uniquement avoir des prévisions de charge locale, certes, mais aussi en ampères et en mégavars. Donc, c'est de faire du calcul parallèle pour calculer tous ces modèles-là. Conséquence, donc ça veut dire automatisation de l'entraînement plus contrôle des modèles d'intelligence artificielle. Ça veut dire des données massives, ce qui concerne surtout la météo. Il faut des moyens de calcul de performance et il faut opérationnaliser ça en zone critique. Donc ça, c'est un travail de fond. Donc, je rappelle ce théorème ici. Donc ça, c'est un théorème qui est une traduction simplifiée d'un papier très compliqué en 93. Donc je pense que les choses ont été nettoyées, améliorées et généralisées à des réseaux neuronaux beaucoup plus complexes que les perceptrons. Donc tout ce que je vous ai montré avant, c'est les perceptrons. Donc ce type de résultat est probablement vrai pour des réseaux de neurones plus complexes que ceux à base de perceptrons, tels que réseaux récurrents, LSTM, GRU, réseaux convolutionnels, etc. Donc, à l'instar des perceptrons, MLP, c'est multilayer perceptrons, tous ces réseaux neuronaux sont vraisemblablement adaptés à l'interpolation en grande dimension plus que toute autre méthode. Mais à quel point, pour quel coût d'entraînement? Donc, ce point est fondamental si on veut enrichir les données d'entrée via des données météo locales, les données de compteurs intelligents et des images satellites. Question d'un point de vue plus fondamental, c'est quelle est la meilleure architecture pour prédire nos séries temporelles qui sont quasi périodiques multi-échelles. Nous, on est plutôt des expérimentateurs, on a une énorme expérience avec des données qui nous rendent tout le temps. On n'a pas le temps de faire du théorique, mais donc on va mener des expériences à partir de toutes ces architectures-là pour essayer de trouver quelles sont les meilleures architectures. Et pour ça, il nous faut des moyens de calcul et prise en compte des contraintes opérationnelles aussi, parce qu'on ne peut pas avoir un réseau neuronal, il faut une semaine pour le construire, sachant que il nous faut des choses qui sont très, très réactives. Donc, il faut éventuellement baisser la performance pour gagner en robustesse et en rapidité. Et en plus, ce sont sur des systèmes protégés où c'est complexe de faire évoluer les choses. Donc, c'est robustesse versus précision et accès aux données en temps réel aussi et des questions de cybersécurité. Donc, donc ça, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'on a une infinité d'architectures à construire, à combiner et à valider en conditions réelles d'exploitation. Donc, on est déjà en capacité, dans notre zone d'exploitation protégée, de tester beaucoup d'architectures et on n'a pas encore fini de toutes les comprendre. On commence à se faire bien la main sur les perceptrons
ici, mais on dispose en fait d'autres réseaux qu'on n'a pas encore, on a juste validé, on a vu que ça donnait des choses correctes, il n'y a pas de bug informatique, mais on a tellement de choses à faire, c'est quelque chose qu'on met en place petit à petit pour tester de façon systématique. Donc les LSTM qui sont issus du langage, donc ça c'est l'IREC qui nous a, là, ça c'est nous qui avons fait ça, on a construit les réseaux neuronaux à base de perceptrons, et on a construit toutes les parties opérationnalisation. Et ensuite, on s'est débrouillé pour pouvoir accueillir de façon modulaire au niveau informatique des nouveaux réseaux neuronaux qui sont préparés par nos collègues chercheurs de l'IREC. Donc, par exemple, LSTM qui sont issus du traitement du langage. On va aussi tester une adaptation de réseaux convolutionnels qui sont dédiés au traitement de l'image. On a des réseaux récurrents. Et puis d'autres types d'architecture, WaveNet, qui est à base d'onglet également. Maintenant, le troisième point, c'est les données massives. Donc, ce qui se passe, en fait, j'en ai un petit peu parlé, c'est qu'il y a de plus en plus d'informations mises à notre disposition. On a des nouveaux satellites météo, on a des nouvelles stations météo, on a des nouvelles variables météo, et des nouvelles bases de données météo. Donc ça veut dire une amélioration et une augmentation exponentielle de l'information météo disponible aisément. Donc ça veut dire, puisqu'on a plus d'informations, ça veut dire une amélioration potentielle des performances des prévisions de la charge au Québec, à condition d'avoir des modèles qui vont s'adapter facilement à ces données massives. Donc ça, l'intelligence artificielle répond à ce critère, puisque d'un point de vue à la fois théorique et informatique, c'est suffisamment mature pour accueillir des intrants de dimension quelconque et d'être prêt à gérer en opérationnel ces données massives. Ça veut dire des nouvelles bases de données, des nouveaux algorithmes de compression et des nouveaux langages. Aussi, donc ça, c'est Stéphane, juste pour te préciser, il nous reste à peu près 2-3 minutes. Okay. On va être trop tard. Ok, je vais finir là-dessus. Il ne me reste pas beaucoup, il me reste 2 ou 3 transparents. Okay, super. Donc, voilà. Donc, en fait, là, ce que je vous ai montré, c'est la prévision de la charge au Québec avec la notion du top-down, c'est-à-dire qu'on part d'une vision assez macroscopique pour essayer de déduire la charge sur le réseau, sur le Québec, et ensuite, on va avoir des sous-modèles qui vont en déduire des charges locales. Donc, on part du haut vers le bas. Ce sur quoi on travaille aussi, c'est de partir du compteur de chaque client, donc vous, moi, d'avoir des modèles IA pour chaque client et de remonter vers une charge globale. Donc, c'est un peu comme partir des atomes pour arriver vers une modélisation de type mécanique des fluides à des changements d'échelle. Donc là, il y a des premières expériences qui ont été faites avec 4 millions. Donc, l'idée, c'est de faire 4 millions de modèles, par exemple, puisqu'il y a 4 millions de clients. Donc, il y a des premiers essais qui ont été faits en collaboration avec Microsoft et l'IREC. Donc, 1,5 million de modèles IA entraînés sur CPU et aussi de le faire sur des poches où on rassemble, géographiques, où on rassemble des personnes dont on pense qu'ils ont un comportement similaire. Donc là, ça fait beaucoup moins de modèles. Il y a aussi, donc, on a aussi un projet sur la prévision du rayonnement solaire basé sur des images satellites qui pourront servir de nouvel intrant d'amélioration de la prévision des nuages. On a aussi entrepris un travail sur les graphes de causalité. Donc là, ici, c'est un extrait de la série Le Bureau des légendes, où ils utilisent des graphes ici pour trouver des relations entre des numéros de téléphone. Donc, c'est le logo des services de renseignement français. Donc ici, c'est d'essayer de trouver des relations entre des stations météo et la charge sur le réseau québécois. Et donc, plus la flèche est grande, plus la corrélation est importante. Donc, c'est d'avoir une compréhension graphique très rapide de qui est au centre de quoi, qui est important. Donc, de nombreux défis, des données massives, une modélisation automatique via l'IA, des nouveaux langages, Python, Julia, calcul HP, des nouveaux métiers, une transition technologique profonde. Un défi majeur, c'est gérer l'intégration continue de la R&D à la production. Et c'est la transparence en continu parce qu'on est mesuré en permanence sur nos performances. Donc, ça veut dire que pour nos nouveaux modèles, il faut aussi mettre en confiance. Donc, on présente de façon transparente là où on en est.
Donc, pour ça, on a donc débuté un projet, le projet Castor, qui a débuté en 2018, donc qui est résumé un peu par tout ce que nous avons présenté. Et on a aussi mis en place, pour avoir nos moyens de calcul haute performance, et pour pouvoir aussi tester des choses, un laboratoire nuagique, pour pouvoir tester hors zone critique des solutions et avant de les incorporer dans la zone protégée qui est très, très difficile d'accès. Donc, je vais m'arrêter ici. Donc, merci pour votre attention. Donc, que je résume par cette image-là, c'est l'explosion de la donnée, c'est 3 dimensions impactées, les intrants, les extrants et les calculs. Voilà. Merci Stéphane.